Vous l'avez vu cette affiche, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon fusionnés. Un seul visage, deux extrêmes, un seul danger. C'est la dernière trouvaille de Renaissance, le message, les extrêmes se ressemblent. Et forcément ça fait parler, parce que mettre Le Pen et Mélenchon sur le même pied, c'est un peu comme dire le feu et la glace, c'est pareil, tant que ça brûle les doigts. Mais c'est malin, politiquement c'est un piège parfait, ça dit aux électeurs, entre la folie et la raison, choisissez-nous. Sauf qu'à force de dire que tout ce qui n'est pas Renaissance c'est extrême, on finit par rétrécir un peu le champ démocratique. Et le pire c'est que ça marche, Mélenchon hurle à l'amalgame honteux, Le Pen ricane, encore un coup de com' macroniste, et au milieu, le gouvernement jubile, mission accomplie. Tout le monde parle d'eux. Mais soyons honnêtes, non, Mélenchon et Le Pen ne sont pas identiques. Ils partagent juste une chose, la colère. Mais la colère, ça veut pas dire le même projet. Cette affiche, c'est pas une leçon de civisme, c'est une stratégie de peur. Et quand la peur devient ton argument principal, c'est rarement bon signe pour la démocratie. Deux visages, un seul message, votez pour nous sinon c'est l'apocalypse. Et si justement le vrai danger, c'est de penser qu'il n'y a plus rien entre les deux. Le cloud américain vient de faire une grosse boulette. Une panne chez AWS et boum, des sites, des applis, des services essentiels plantent. Et oui, on dépend souvent d'eux, parce qu'à côté d'AWS, il y a Microsoft, Google. Ensemble, ils tiennent plus de 70% du marché européen du cloud. Résultat, quand ça merde là-bas, ça nous touche ici. Des institutions, des services numériques, des applis arrêtés. Un seul fournisseur qui tombe et tout vacille. Du coup, on entend de plus en plus parler du cloud souverain européen. C'est pas juste un mot technique compliqué, ça veut dire héberger nos données, nos services, nos infrastructures critiques dans un cadre contrôlé ici par nous. Pourquoi c'est capital ? Parce que dépendre à 100% des fournisseurs étrangers, ça rend vulnérable. Si les tensions géopolitiques montent, si un serveur américain est sanctionné, bloqué, ou si la loi américaine dit on arrête ça, on peut les suivre sans réaction. Et ça, c'est pas simplement technique, c'est politique, économique et stratégique. Parce qu'un cloud souverain, c'est aussi nos emplois, nos innovations, nos données à nous. Donc oui, cette panne AWS, c'est pas juste un bug, c'est un signal d'alarme. L'Europe doit arrêter de dire on verra après et agir. Construire un cloud qui nous appartienne, qu'on contrôle, qu'on maîtrise, parce que si on laisse le nuage décisionnel aux autres, on finit par ne plus décider, et ça, c'est le vrai coup de la panne. Ok, écoute ça, tu commences à gagner plus, tu crois que ça va régler toutes tes galères, tu vas te dire, ça y est, j'ai le budget, maintenant je contrôle, et puis non. Plus le salaire monte, plus les choix se multiplient et plus tu te demandes qu'est-ce que je fais avec tout ça. Tu vois, quand tu avais un petit revenu, la logique était simple. Budget serré, tu savais ce que chaque euro faisait, mais là, entrée plus confortable, investissement, sortie supérieure, crédit plus gros et tout part en freestyle. Les dépenses grandissent plus vite que l'épargne, le train de vie aussi et bizarrement, tu te sens moins maître. Ça s'appelle parfois la prison dorée. Tu gagnes bien, mais tu deviens esclave du lifestyle, des charges, des attentes. Tu ne sais plus si l'argent sert à te libérer ou te lier. Et le pire, on continue à croire que gagner encore plus va résoudre ça. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est savoir clairement pourquoi on gagne, savoir pourquoi on dépense et savoir ce qu'on veut vraiment. Si l'argent devient juste un nombre en plus, une pression en plus, c'est plus une victoire, c'est un mirage. Alors l'idée, faut que tu mettes le temps en face de l'argent. Ton heure de travail, ça vaut quoi pour toi ? Chaque euro dépensé, ça te rapproche duquel de tes choix. Et si demain tu gagnes encore plus, est-ce que ça change ton cap ou juste ton train ? Parce que gagner plus c'est bien, savoir quoi faire de ce gain c'est mieux. Et éviter de devenir prisonnier du salaire, ça c'est le vrai luxe. C'est devenu un sport national en France, se moquer des Anglais. Le Brexit, la crise, la pluie, la bouffe, tout y passe. Et récemment, un éditorialiste français a même osé dire que le Royaume-Uni était devenu l'homme malade de l'Europe. Oui, l'homme malade. Comme si l'Angleterre était clouée au lit avec un thermomètre dans la bouche pendant que la France, elle, courait un marathon économique. Sauf que non. Désolé, mais le perfide Albion se porte plutôt bien, et même mieux que beaucoup veulent le croire. Pendant qu'on s'autoflagelle à Paris, Londres bosse. Sa croissance est l'une des plus solides d'Europe, juste derrière les États-Unis. Et son secret, pas les usines, pas le charbon, mais les services. Finance, droit, culture, sport, tourisme, tech, recherche, tout ce que la France adore critiquer, mais qui rapporte énormément. Londres, c'est 80% d'économie de service. Et contrairement aux clichés, ce n'est pas du vent, c'est de la valeur ajoutée, des brevets, des talents, des universités, de l'innovation, bref, du concret. Le Brexit, c'est le fameux suicide collectif. Eh bien non, l'Angleterre n'est pas effondrée. Oui, elle a souffert au début, mais elle a rebondi ailleurs, vers les marchés hors Europe. Loin d'être l'île isolée, elle est redevenue ce qu'elle a toujours été, un pays de navigateurs. Pas besoin de Bruxelles pour commercer, innover ou attirer les investisseurs. Google, Revolut, Blackstone, tous argumentent leur investissement là-bas, pendant qu'en France, on continue à débattre de savoir s'il faut travailler le lundi de Pâques. La politique, oui, Nigel Farage fait beaucoup parler. Oui, il caracole dans les sondages, mais non, il n'est pas à deux doigts de s'asseoir à Downing Street. Et l'Angleterre a encore des bases solides, un état de droit respecté, une justice indépendante, des médias puissants, une culture mondiale et surtout un pragmatisme que la France a souvent perdu.
Là-bas, on s'adapte, on avance, on essaie. Ici, on débat, on bloque, on s'indigne. Et à la fin, on regarde les autres bouger en les traitant d'hommes malades. Moralité, ce qui enterre trop vite la Grande-Bretagne oublie une chose, ce pays a survécu à des rois fous, des guerres mondiales, des crises financières et au Brexit. Alors, une chronique pessimiste de plus ou de moins, franchement, ça ne va pas l'empêcher de continuer à avancer. Et pendant qu'on ironie sur leur humour, eux au moins, on en a encore un. Et si c'était ça, le vrai signe de la bonne santé. Tu vois, quand on parle de bilan retraite, la plupart des gens imaginent un mail automatique. Un fichier Excel, 3 chiffres et basta. L'âge de départ, le taux plein, le montant estimé, merci, au revoir. Sauf que ce truc-là, c'est pas un bilan retraite, c'est une machine à anxiété. Et souvent c'est faux. Trimestre oublié, période mal comptée, carrière incomplète, bref, tout ce qu'il faut pour que tu ne comprennes rien à ta propre vie professionnelle. Le vrai bilan retraite, c'est pas un calcul, c'est une conversion. Pas un tableau, mais un projet. Ça sert pas juste à savoir quand tu pars, ça sert à comprendre quand tu veux partir et surtout dans quelle direction tu veux aller. Parce que la retraite, c'est pas la fin, c'est juste la troisième partie de ta vie pro et pour bien la jouer, il faut la préparer. Et pour ça, il faut arrêter les PDF automatiques. Il faut des outils pédagogiques, un expert humain, un dialogue. Parce que oui, les simulateurs en ligne, c'est pratique, mais ils ne t'écoutent pas quand tu dis « moi je veux continuer à bosser, mais autrement ». Du côté des entreprises, même combat, le bilan retraite, c'est pas une charge, c'est un outil stratégique. Tu veux savoir combien de départs t'attendent dans 3 ans? Anticiper les remplacements, les transferts de compétences, éviter les tensions sociales? Fais des bilans de retraite. Pas pour cocher une case RH, mais pour piloter ton capital humain. Et puis surtout, c'est un signal fort. Quand tu dis à un salarié de 56 ans, on va prendre le temps de parler de ta fin de carrière, tu lui dis surtout, tu comptes encore pour nous. Et ça, c'est beaucoup plus motivant qu'une prime ponctuelle. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font encore l'inverse. Elles laissent les salariés se débrouiller seuls, un mail, un simulateur et débrouille-toi. Résultat, les gens sont perdus, inquiets, déconnectés, et à la fin, tout le monde y perd, le salarié, la boîte et la cohérence sociale. Parce qu'au fond, un vrai bilan de retraite, c'est pas un tableau de chiffres, c'est un moment d'écoute, de projection, de transmission. Et si on le fait bien, c'est pas la fin d'une histoire, c'est le début d'une autre. Alors, on en est où du grand virage écologique? Parce que sur le papier, l'Europe veut que d'ici 2035, tous les nouveaux bus urbains soient électriques. Tous. C'est beau, ça fait moderne, ça fait vert, sauf qu'en pratique, les collectivités, elles, n'arrivent plus à suivre. En France, un bus sur 3 est électrique, les autres roulent encore au diesel ou au gaz parce que le bus propre, eux, se font désirer. Et quand je dis désirer, je parle de délai de livraison de 2 ans. 2 ans pour recevoir un bus. Valérie Pécresse a elle-même dit « J'aimerais bien acheter des bus électriques, mais je n'y arrive pas ». C'est ballot quand même pour la présidente d'Île-de-France Mobilité. Mais le problème est surtout le même, les constructeurs européens n'arrivent pas à fournir. Les usines sont saturées, les délais explosent et les élus locaux se retrouvent à faire ce qu'ils détestent le plus, désobéir à Bruxelles. Regarde la métropole de Rouen, ils avaient commandé 95 bus électriques à une entreprise néerlandaise. 2 ans plus tard, ils en ont reçu 39. Résultat, ils ont dû acheter des bus thermiques juste pour que les gens puissent aller bosser. Ça s'appelle la transition écologique à reculons. Et là, on touche à la vraie contradiction européenne. On veut des transports verts, mais on n'a pas les moyens de les fabriquer à temps. Et pendant qu'on rame, devine qui avance, la Chine. Elle en produit par milliers, moins cher, plus vite. Du coup, on se retrouve coincé entre deux risques, polluer ou dépendre du tout chinois. Et ça, pour une souveraineté industrielle, c'est un peu embêtant. Mais évidemment, les associations écologiques crient au recul. Elles disent si on retarde les objectifs, les prix remonteront et ceux qui paieront seront ceux qui respirent la pollution, et elles n'ont pas tort. Le problème, c'est que la transition écologique ne se fait pas avec des PowerPoint, elle se fait avec des usines, des ingénieurs et des délais tenables. Et pour l'instant, tout ça manque cruellement. Les bus électriques, c'est une belle idée, mais tant qu'on ne saura pas les produire, les livrer, les entretenir à grande échelle, ça restera une promesse de ministre. Et à force d'aller trop vite sur la route du zéro émission, on risque surtout de finir en panne sur la bande d'arrêt d'urgence. Vous l'avez vu cette affiche? Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon fusionnés. Un seul visage, deux extrêmes, un seul danger. C'est la dernière trouvaille de Renaissance, le message, les extrêmes se ressemblent. Et forcément ça fait parler, parce que mettre Le Pen et Mélenchon sur le même pied, c'est un peu comme dire le feu et la glace, c'est pareil, tant que ça brûle les doigts. Mais c'est malin, politiquement c'est un piège parfait, ça dit aux électeurs, entre la folie et la raison, choisissez-nous. Sauf qu'à force de dire que tout ce qui n'est pas Renaissance, c'est extrême, on finit par rétrécir un peu le champ démocratique. Et le pire, c'est que ça marche. Mélenchon hurle à l'amalgame honteux, Le Pen ricane, encore un coup de com' macroniste, et au milieu, le gouvernement jubile, mission accomplie. Tout le monde parle d'eux. Mais soyons honnêtes, non, Mélenchon et Le Pen ne sont pas identiques. Ils partagent juste une chose, la colère. Mais la colère, ça veut pas dire le même projet. Cette affiche, c'est pas une leçon de civisme, c'est une stratégie de peur. Et quand la peur devient ton argument principal, c'est rarement bon signe pour la démocratie. Deux visages, un seul message, votez pour nous sinon c'est l'apocalypse. Et si justement le vrai danger, c'est de penser qu'il n'y a plus rien entre les deux. Tu sais ce moment où ton banquier t'appelle et commence la phrase « Monsieur, on va devoir se parler ». Eh bien, c'est un peu la situation de la France avec ce nouveau budget. Le gouvernement présente ses comptes comme s'il venait de reprendre les choses en main. En gros, on promet de faire attention, de réduire les dépenses, de remettre un peu d'ordre dans la maison.
Mais à bien y regarder, on dirait surtout quelqu'un qui range vite fait le salon avant que les invités arrivent en balançant tout le bazar sous le canapé. On dépense plus qu'on ne gagne et à force, la dette grossit, grossit, grossit et comme tout le monde, quand on emprunte trop, un jour ça coince. Les marchés, les agences de notation, les partenaires européens, tout le monde regarde si on est encore capable de gérer nos finances sérieusement et en ce moment, disons qu'ils lèvent un sourcil. Et pour pas arranger les choses, on nous parle d'austérité raisonnée. En clair, on coupe un peu partout, mais sans trop le dire. Moins d'investissement, moins d'aide, moins de moyens pour certaines régions, et forcément les premiers à trinquer, ce sont souvent les territoires déjà fragiles, les petites communes, les outre-mer, les zones rurales, bref, tous ceux qui crient pas assez fort pour qu'on les entende à Paris. Le gouvernement appelle ça effort collectif. Sur le terrain, ça s'appelle débrouille-toi avec moins. Et puis il y a la politique. Le budget, c'est pas juste une addition, c'est un champ de bataille. L'exécutif, déjà fragilisé, doit négocier chaque ligne avec une assemblée prête à exploser au moindre mot de travers. Résultat, ça passe plus le temps à se battre qu'à construire. Et quand la politique devient un théâtre permanent, la crédibilité du pays, elle, descend dans la salle avec le public. Mais derrière tout ça, il y a un vrai risque, celui d'un pays qui fait semblant de réformer sans jamais oser. On reporte des décisions difficiles d'année en année, comme un étudiant qui remet son mémoire à la prochaine session. Et plus on attend, plus la facture sera salée. Alors oui, il faut serrer la vis, mais intelligemment. Pas en coupant aveuglement, mais en punissant les territoires déjà à genoux. Il faut cibler, expliquer et surtout arrêter de faire croire qu'on peut avoir un État fort, des services publics généreux et des finances en équilibre sans faire de choix. Parce qu'au bout d'un moment, quand on est tous prioritaires, plus rien ne l'est. Tu sais ce qui est ironique? Pendant des années, l'Occident a expliqué qu'il fallait protéger la démocratie du modèle chinois. Et aujourd'hui, ce sont les États-Unis eux-mêmes qui se mettent à copier la Chine. Mais attention, pas la Chine moderne, technologique et pragmatique, non. Le pire du modèle chinois, autoritaire, fermé, dirigiste. Oui, tu as bien entendu. Donald Trump, qui a passé son temps à dénoncer Pékin, est en train d'en adopter les réflexes, comme si, pour battre le dragon, il fallait devenir un dragon. Pour le plan politique d'abord, le président américain multiplie les décrets à la limite de la Constitution. Il s'en prend à la banque centrale, il vire les responsables qui sortent des chiffres qui ne lui plaisent pas, bref, on n'est plus très loin du fameux dicton chinois. Ce n'est pas le fonctionnaire qui fait la statistique, mais la statistique qui fait le fonctionnaire. Autrement dit, on t'explique les faits, mais seulement quand ils arrangent le pouvoir. Même ambiance du côté de la tech, le grand dîner à la Maison Blanche avec les gens de la Silicon Valley, pas une réunion économique, une cérémonie de loyauté. On se serait cru à Pékin. Tout le monde sourit, applaudit et surtout ne pose pas de questions. Sur le plan international, c'est encore plus flagrant. Trump fait payer les alliés. Des centaines de milliards facturés à l'Europe, au Japon, à la Corée du Sud. En gros, tu veux être mon ami? Ok, mais tu payes ton abonnement. C'est la version américaine.